Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les questions de Napoléon, pour certains, il faut honorer en bonne et due forme un grand architecte de la France contemporaine. Pour d'autres, il faut cesser de nous rebattre les oreilles avec l'artisan d'une pratique illibérale de la politique. Les débats qui accompagnent le bicentenaire de la mort de Napoléon nous éclairent sur la mémoire et sur la manière dont cette mémoire nous oblige à parler de notre époque, sur les enjeux politiques des commémorations. Alors pour en parler, nous sommes en compagnie d'un grand spécialiste de Napoléon, Patrice Guénifet, bonjour. Bonjour. On vous doit notamment Napoléon et De Gaulle, deux héros français aux éditions Perrin et Révolution française du Moyen-Âge à nos jours. Toujours chez Perrin avec François-Guillaume Laurin. Comment envisagez-vous ces commémorations de Napoléon ? Tout d'abord, je pense qu'il est normal de commémorer les grandes dates de notre histoire. Bien sûr, le regard que nous portons sur Napoléon a changé, mais on peut dire qu'il n'a jamais cessé de changer depuis la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, comme le regard change sur l'histoire en permanence. Parce qu'après tout, l'histoire, en tant que les faits qui sont survenus, est une chose, la mémoire en est une autre. Et bien entendu, chaque époque relie l'histoire avec ses valeurs, avec ses mots, avec ses idées, avec un regard qui évolue. Donc ce qui pouvait enthousiasmer ou offusquer d'ailleurs, dans le personnage de Napoléon vers 1830, n'est pas exactement ce qui aujourd'hui peut encore nous enthousiasmer ou nous offusquer. Et on peut dire que l'histoire posthume de Napoléon est aussi achalandée que son histoire temporelle. Voilà, il y a autant d'événements et il a subi autant de métamorphoses qu'il en avait subi d'ailleurs de son vivant, puisqu'il n'a pas arrêté de changer de personnage. Aujourd'hui, ce qui nous répugne dans Napoléon, c'est principalement le fait qu'il ait rétabli l'esclavage. Pas uniquement, il y a d'autres thèmes dont on va reparler, mais si vous deviez, Patrice Guénifet, faire l'histoire de Napoléon, que diriez-vous sur les différents regards qu'on a portés sur l'empereur ? Je pense qu'au début, vous savez, sa mémoire a toujours été liée à la conjoncture politique. Si bien qu'après sa chute, il apparaît comme un homme de gauche, puisqu'il a été renversé par une coalition étrangère, renversé par le retour des Bourbons, et donc il apparaît comme celui qui avait permis à la Révolution non pas de continuer, puisqu'il l'avait arrêté en sacrifiant les valeurs politiques de la Révolution, mais en tout cas d'inscrire les conquêtes de la Révolution dans le marbre de la loi. Ensuite, sous la République, il bascule à droite parce que les républicains, vers 1880, n'oublient pas le 18 Brumaire, n'oublient pas le fait qu'il a supprimé les libertés politiques, la liberté de la presse, etc. Le despote. Le despote. Et son souvenir est aggravé par la carrière du neveu, Napoléon III. Ensuite, sa mémoire va osciller en permanence entre la gauche et la droite. Et il y a plusieurs Napoléons. Il y a le Napoléon conquérant, la gloire militaire, qui a beaucoup pâli aujourd'hui, parce que la guerre ne fait plus partie de notre horizon, de notre imaginaire. C'est-à-dire qu'après les 2 guerres mondiales, il est difficile de s'enthousiasmer pour la gloire militaire. Il y a le bâtisseur de l'État. Et c'est ce qui reste au fond de Napoléon principalement, c'est-à-dire l'homme qui a doté la France d'institutions civiles et administratives stable, même si aujourd'hui on voit la limite de ces institutions administratives. La crise du Covid nous montre que l'État n'est pas si performant que ça, l'État napoléonien. Et puis reste aussi, au fond, le personnage existentiel de Napoléon, c'est-à-dire une ascension absolument extraordinaire à partir de rien. Et je pense dans ce sens qu'il y a en lui quelque chose qui touche à la démocratie, à l'époque moderne, et qui explique son rayonnement universel. Parce qu'après tout, un Japonais n'est pas très concerné par l'histoire napoléonienne de la France post-révolutionnaire. Mais tout le monde, dans le monde entier, c'est ce qui explique son rayonnement imaginaire, est concerné par cette idée que, à partir de rien, en venant de très bas dans la société, puisque c'était son cas, il venait à la fois de très bas et de la périphérie, eh bien on peut monter aussi très haut, à force de volonté, d'intelligence, de détermination, à condition bien sûr que les conditions s'y prêtent. Et lui, il a eu la chance
d'avoir 20 ans en 1789. C'est-à-dire que c'est le premier des transclasses, Patrice Guénifet. Tout à fait, oui, tout à fait. Jamais vraiment accepté par le monde auquel il avait fini par s'intégrer. Et tout le monde le considérait toujours comme un parvenu. Voilà, il a Et lui, comment le vivait-il? Il le vivait par l'indifférence. C'était un homme qui était dépourvu de sentiments qui sont aujourd'hui prisés, comme la compassion, comme le ressentiment, comme la jalousie, comme l'envie. C'est-à-dire qu'il avait un tel mépris pour ses contemporains qu'il n'était au fond jamais déçu. Voilà, on pouvait le trahir, c'était pas si grave. Et il n'y mettait pas de cœur. Ce n'est pas le portrait d'un humaniste que vous êtes en train de faire. Non, il n'était pas un humaniste. Il a choisi la Révolution parce qu'il a compris d'abord qu'elle était, comme on disait dans le sens de l'histoire, elle était irréversible. On ne reviendrait pas à l'Ancien Régime. Il a compris qu'elle avait beaucoup à lui offrir, beaucoup plus que la monarchie, mais par tempérament personnel, il n'était ni républicain ni royaliste. Il détestait la liberté. Il méprisait l'égalité, la fraternité était un mot qui ne lui disait absolument rien. Donc, voilà, mais il était de l'étoffe dont on fait les grands aventuriers. Et il est sans doute l'un des derniers grands aventuriers, du moins dans le domaine de la politique. Bon, mais une aventure, pourquoi faire? Parce que lorsqu'on prend le chef de guerre, la guerre illimitée, la guerre pratiquement sans but à laquelle il s'est livré, c'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, eh bien, le fait de le commémorer nous pose problème, Patrice Guénifet. Oui, là, je serais pas d'accord avec cette manière de présenter les choses. D'abord, il a été pris au moment où il est arrivé aux affaires dans une guerre qui durait déjà depuis un certain temps et qui était la conséquence même de la Révolution française. C'est-à-dire que l'Europe, monarchique à l'époque en grande partie, n'acceptait pas la Révolution française et craignait beaucoup les principes de 1789, les droits de l'homme, l'égalité, etc. Et il y avait une volonté chez les rois d'Ancien Régime de l'Europe de mettre fin à cette situation et de rétablir le statu quo ante, ce qu'ils ont fini par faire avec la défaite de Napoléon. Alors il est certain que, pour des raisons conjoncturelles, circonstancielles, l'accumulation des victoires, oui, c'est un joueur fondamentalement. Et si un joueur dans un casino gagne en permanence à la roulette, il va finir par penser qu'il ne peut pas perdre. Et lui, c'est ce qui lui est arrivé, puisqu'il a fini par aller en Russie, ce qu'il ne fallait pas faire. Mais jusqu'alors, il n'avait pas été battu, sauf en Espagne, mais il n'y était pas personnellement, et c'était un théâtre d'opération périphérique. Mais sinon, il n'avait jamais été battu. Donc, forcément, il y a eu une sorte d'ivresse de la victoire qui a fini par le perdre. Mais en même temps, les Anglais étaient engagés dans une guerre contre lui qui était une guerre à mort. Il fallait que l'un ou l'autre succombe, parce que les Anglais ne toléraient pas l'annexion de la Belgique par la France révolutionnaire. Et Napoléon était arrivé au pouvoir pas tout seul. Il avait passé un marché avec les anciens révolutionnaires. Et garder la Belgique était le point fondamental. Alors, c'est probablement l'autre différence avec De Gaulle, puisque vous avez fait une comparaison de Napoléon-De Gaulle. On a aujourd'hui le souvenir d'un Napoléon défait alors qu'il n'a fait finalement qu'échouer à la fin. Et puis, il a été célèbre et il a réussi à conquérir le pouvoir très jeune, alors que pour De Gaulle ou pour Churchill, c'est la maturité qui les a rendus chefs. Tout à fait, c'est l'inverse, puisque De Gaulle entre dans l'histoire à 50 ans, et à 50 ans, Napoléon est presque mort, puisqu'il va mourir à 52. Donc voilà, ce sont des itinéraires différents, et sont surtout des tempéraments différents. Napoléon est réellement un fils du siècle des Lumières. C'est-à-dire marqué par l'optimisme, marqué par le culte de l'énergie, par les grandes figures héroïques de l'Antiquité, rêvant de rééditer les exploits d'Alexandre le Grand ou de Jules César. De Gaulle, pas du tout. De Gaulle, il a été élevé dans le souvenir de la défaite de 70. Il grandit dans une France, certes revigorée par la guerre de 14, moralement, mais qui très vite va entrer dans la crise des années 30. Donc, c'est pas du tout la même chose. Napoléon, il est poussé en avant.
et notamment par tous ces gens qui vont faire la guerre dans la Grande Armée, et qui voient tous des exemples de gens de 20 ans qui montent, qui deviennent généraux, maréchaux, couverts d'or, de gloire, etc., de femmes, etc. Et De Gaulle, c'est pas du tout ça. De Gaulle, il tire derrière lui une France passablement épuisée dans les années 30 et déchirée par des querelles interminables. Donc, ce sont des conjonctures et des tempéraments différents. Et en plus, De Gaulle c'est pas un joueur. C'est-à-dire, il n'est pas comme Napoléon. Napoléon n'a rien au-dessus de lui. Il vient de nulle part. Sa famille lui est indifférente. Il ne voit que lui. Et il conçoit l'histoire comme une scène de théâtre à sa mesure, à la mesure du génie qu'il découvre peu à peu. De Gaulle est, comment dire, canalisé par le sentiment d'incarner la France, son histoire, son catholicisme, les traditions familiales, le passé. Donc il a une sorte de surmoi qui l'empêche de faire n'importe quoi. Alors que Napoléon peut très bien faire n'importe quoi. Est-ce que justement, ça ne devrait pas nous inciter, l'exemple de Napoléon, à nous méfier de la jeunesse? En l'occurrence, là, la jeunesse était quand même géniale, parce qu'il avait des idées sur tout, il avait un art politique, un art de l'efficacité, dont on aimerait que d'autres s'inspirent, sans aller aussi loin, bien sûr, que Napoléon. Oui, la jeunesse est Dans le même enthousiaste, mais parfois, une société en a besoin, lorsqu'elle est bloquée, lorsqu'elle a besoin de ça. Mais dans le même temps, la plupart, alors il y a des contre-exemples célèbres, mais la plupart des figures françaises sont des figures de maturité. On Oui, parlait de Gaulle, Clémenceau, bon, et il y a eu aussi Pétain qui oui, constitue... qui était une figure de maturité. Voilà, oui. Mais là-dessus, on a effectivement un certain nombre d'exemples qui font que notre pays a plus souvent été sauvé par... Oui, parce que nous avons été pendant très longtemps une société patriarcale, et puis on a été longtemps un pays, une monarchie, où la figure du père et du roi fût-ce sous les traits d'un président de la République, d'un Premier ministre, etc., était très importante. Et d'où le fait que la jeunesse surprend en France. On l'a vu avec Macron. Mais vous savez, le risque de la jeunesse n'est pas plus élevé que le risque de la vieillesse. Regardez Trump aux États-Unis, on ne peut pas dire que c'était un jeune. Dans cette gérontocratie américaine, on peut avoir de tout. Et si en 40, c'est De Gaulle qui est jeune, même s'il a 50 ans. Alors certes, Pétain en a beaucoup plus, mais le vieux, c'est Pétain dans l'affaire en 1940. De Gaulle est jeune, même s'il a 50 ans, même s'il a pas de carrière derrière lui ni rien, mais il est encore jeune, parce qu'il fait quelque chose que seuls des jeunes vont faire. Et le personnage du militaire? Le militaire était sans doute un des plus grands guerriers de son temps, par son coup d'œil. Il a un coup d'œil extraordinaire, il suffisait de le mettre sur un théâtre d'opération et il voyait tout de suite l'endroit par lequel il fallait passer. Il voyait tout de suite ce qui allait pas. Et là-dessus, il était génial. Et comme là aussi, il a le culte de l'énergie et de la vitesse, qui est très important dans son cas, ses adversaires sont restés stupéfaits pendant 20 ans. Il aura fallu 20 ans pour comprendre ce qui leur arrivait systématiquement. Donc c'était un soldat génial. C'était pas un soldat, comme on dit, ménager du sang de ses hommes, ni d'ailleurs compatissant. Je raconte toujours la même anecdote, mais elle est parlante. C'est en Italie, il écrit à Joséphine et il lui dit qu'il vient de voir la scène la plus déchirante de sa vie, de sa jeune vie, en visitant le champ de bataille après les combats. Et il lui dit: j'ai vu un chien qui pleurait. Alors, on peut imaginer, il y avait des cadavres partout, mais il a vu un chien qui pleurait près du cadavre de son maître. Et voilà ce qu'il a ému. Par contre, les soldats qui se trouvaient autour, pas du tout. Et on sait qu'à Eylau, par exemple, il a visité le champ de bataille, il retournait avec sa botte les corps, et quand c'était un Russe, il disait: ah, de la petite monnaie. Voilà. Donc c'était un homme à la fois très dur, mais qui en même temps savait entraîner ses hommes, parce qu'il leur promettait l'impossible. Et vous savez, ça entraîne les gens quand vous leur promettez plus que ce qu'ils peuvent faire apparemment. Mais alors, comment expliquer que ce manque de sensibilité ne lui est pas, ou ne l'ait pas empêché de recueillir de l'admiration, de la ferveur auprès de ses soldats? Mais précisément parce qu'il les entraînait
quand il leur disait soldats, vous pourrez dire que vous étiez là aujourd'hui. Ça les transportait. Et puis, il était comme certains chefs d'État, De Gaulle était comme ça aussi. C'est-à-dire porter les gens au-delà de leurs capacités. Et si vous prenez quelqu'un, par exemple, comme Michel Debré, qui était un homme médiocre, qui a été un grand ministre de De Gaulle, et une fois que De Gaulle est mort, il est redevenu quelqu'un de médiocre quand il a été ministre de Pompidou. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça qui stimulent et qui entraînent au-delà de soi-même. Mais alors, parce que là aussi, la légende de Napoléon, d'ailleurs, elle a été diffusée, par exemple, par Malraux dans les chaînes qu'on abat, où on voit donc De Gaulle et Malraux, De Gaulle au seuil de sa vie. Alors, par exemple, Malraux prête à Napoléon cette phrase disant « Je fais mes plans avec les rêves de mes soldats endormis ». Est-ce que ça n'est pas aussi une manière de propager la légende? Non, parce qu'il était coutumier dans ses lettres, notamment de formules de ce genre. C'était un homme qui, en toute chose, ça lui venait comme ça et ça sortait dans le désordre. Vous savez, c'était un grand désordre dans sa tête. Mais c'est vrai, c'est-à-dire des formules. Par exemple, il y a un de ces généraux qui refuse d'aller en Inde parce qu'il se dit l'Inde, ça n'a aucun intérêt, c'est loin, je vais jamais revenir. Et Napoléon lui écrit, vous savez, mourir n'est rien, mais vivre sans gloire, c'est mourir tous les jours. C'est une phrase merveilleuse. Donc ça lui venait comme ça. Donc cette phrase, je ne connais pas la version originale, mais elle est tout à fait possible. Mais est-ce que ça veut dire que ça n'était que verbal et qu'il pouvait donc aligner des mots? Alors parfois les formules étaient belles, mais elles ne recouvraient rien de véritablement concret dans son existence? Non, c'est pas vrai. C'est un homme... il est essentiel. Vous savez, c'est un homme de pouvoir. Donc à partir de l'âge de 24 ans, 25 ans, il vit à la fois pour le pouvoir, sa conquête, son exercice, et pour la postérité, et dans la postérité. Il construit aussi son image telle qu'elle restera ou telle qu'il espère qu'elle restera. Donc forcément, ça c'est un aspect du personnage. Et ce personnage-là, donc il a varié. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est probablement la période qui finalement répugne le plus Patrice Guéniffet à commémorer cet homme? Oui, parce que d'abord notre époque a un problème. C'est que l'histoire de la France, l'histoire que nous commémorions, n'est plus l'histoire de tous les Français. Et forcément, c'est un problème très, très difficile dans un pays où, en plus, l'histoire a toujours été un champ de bataille. C'est-à-dire qu'on s'est écharpé, avant de s'écharper sur Napoléon, on s'écharpait sur le Moyen-Âge, sur Louis XIV, de la même façon. Au XVIIIe siècle, Louis XIV est un monstre. Donc on est un pays qui, à la fois, a une histoire qui divise, ça vient de la Révolution, et puis, lui, contrevient par bien des côtés aux valeurs pacifiques, un peu dévirilisées, un peu bêtes aussi parfois, un peu nunuches et cucu, il faut bien le dire, qui sont celles d'aujourd'hui. Bon, on va voir, voilà. En tout cas, pourquoi il nous divise. On va voir aussi dans quelles circonstances il a rétabli l'esclavage et pourquoi aujourd'hui, eh bien, cela est évident et nous empêche, bien entendu, de faire corps avec cet homme. Patrice Guéniffet, je rappelle le titre de votre ouvrage, Napoléon et De Gaulle, deux héros français aux éditions Perrin. Il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous sommes en compagnie de l'historien Patrice Guéniffet. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS. On vous doit notamment un Napoléon et De Gaulle, deux héros français aux éditions Perrin, puisqu'il a été question de politique et notamment de l'affrontement droite-gauche, de l'extrême droite, avec souvent, c'est ce que l'on dit, une sorte d'incarnation bonapartiste. Pour l'historien que vous êtes, que pensez-vous justement de ce raccourci historique? Est-ce que le bonapartisme est de droite, d'extrême droite? Est-ce que les figures d'autorité sont des figures qu'on peut, bien, je ne sais pas, rapprocher de Napoléon Bonaparte? A priori, le bonapartisme, son discours, son programme, c'est de n'être ni de gauche ni de droite.
ou d'être à la fois de gauche et de droite, puisque le bonapartisme, par définition, se veut au-dessus des partis. Ça doit vous rappeler quelque chose de récent, c'est-à-dire l'idée de réconcilier ou de surmonter la division entre les deux France, entre les deux grandes familles politiques de la France. Alors le bonapartisme peut être à la fois de gauche ou de droite, ou plutôt tantôt de gauche et tantôt de droite, puisque sa seule légitimité tient précisément dans le fait d'être au-dessus des passions et des partis politiques. Alors c'est un répertoire qui a été souvent joué dans la politique française. Après tout, le gaullisme se présente ainsi comme ça, au-dessus de la gauche et de la droite, et on peut dire que le macronisme en est un avatar tardif, puisque lui aussi prétend, et d'ailleurs le fait d'une certaine façon, surmonter la division entre la gauche et la droite. Donc il y a ça. Bon, maintenant, le bonapartisme est aussi plutôt du côté de l'autorité que de la liberté. Le bonapartisme est par définition et historiquement antiparlementaire, donc peu libéral. Ça, c'est vrai. Et c'est aussi ce qui explique la récurrence du phénomène dans un pays qui, au fond, n'a jamais accepté la liberté à l'anglo-saxonne, les libertés parlementaires. Le Parlement a toujours été, suscité la méfiance, la défiance, le mépris, l'hostilité, depuis qu'il est né. Parce que déjà sous la Révolution, vous avez des manifestations anti-parlementaires. Donc c'est vraiment une passion française profonde. Et moi, mon interprétation, c'est qu'on n'a jamais fait le deuil de la monarchie et qu'on la recherche sous des formes diverses. Alors, ça a été le bonapartisme, c'est la République forte qu'incarne par exemple Clémenceau, une République peu libérale, un peu autoritaire. C'est De Gaulle à partir de 58. Et puis c'est effectivement, il y a de ça dans le Front National depuis le début de son existence et surtout depuis qu'il est devenu une force politique majeure, un peu par défaut, puisqu'il est devenu une force politique par le silence des autres. Et l'autre parallèle que vous avez suggéré, Patrice Guénifet, celui donc de Bonaparte et d'Emmanuel Macron, sachant que Bonaparte, c'est un homme qui surgit de nulle part. Ce n'est pas véritablement le cas d'Emmanuel Macron, mais enfin... Non, on ne peut pas dire. Il vient sans parti et il s'empare au terme d'un parcours non classique de l'Élysée. Oui. Le parallèle, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il s'arrête là. Parce que ce qui caractérise quand même Bonaparte, c'est à la fois un jugement ferme, qui ne varie pas, et une volonté dans l'exécution de ses volontés, de ce qu'il a décidé, qui ne faiblit pas. Donc on peut dire dans ce sens-là que c'est tout à fait l'opposé d'Emmanuel Macron, même si je reconnais bien volontiers ses qualités. Mais ce qui lui manque, c'est précisément ce qui faisait à la fois le mérite de Napoléon, mais aussi son caractère dangereux, qui était son courage et sa force, sa puissance de détermination. Et quand même, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est quelqu'un qui soit capable de trancher et ensuite d'imposer le cap qu'il a choisi, qu'il soit le bon ou pas le bon. Bon, mais voilà. C'est probablement le bon ou pas le bon, c'est quand même cela qui peut différer, puisque dans le cas de Napoléon, c'est-à-dire sa cécité aux avis contraires, et ce qui a... Oui, ce qu'il a perdu. Mais on peut dire que, vous savez, la politique, ça consiste à choisir. À trancher. Les politiques, ceux qui gouvernent, sont entourés de conseillers, sont en présence d'une multitude d'intérêts, d'opinions. Et gouverner, ça consiste, avant de prévoir, ça consiste à choisir, à trancher et à se tenir à une ligne. C'est-à-dire de mettre en œuvre une politique qu'on a décidée et de ne pas flancher à la moindre contestation. Voilà. Et c'est un peu ce courage politique-là qui nous manque, probablement parce que nous ne sommes pas dans des conditions tragiques. Alors qu'à l'époque, la Révolution française, c'était des conditions très difficiles. Où, d'ailleurs, tous les révolutionnaires, on peut dire que certains ont fait des mauvais choix. Est-ce que Robespierre avait raison? Est-ce qu'il avait tort? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il a fait des choix. Voilà, il pensait que la terreur était nécessaire, il l'a fait. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça. Et non pas la terreur, mais la décision.
Mais je pense que c'est parce que nous sommes dans des conditions un peu trop sympathiques, c'est-à-dire que la France est protégée par l'Europe, d'ailleurs, Dieu merci, est protégée par l'Europe, et nous sommes sortis en partie de l'histoire. Et on voit que le seul domaine, d'ailleurs, où notre président prend des décisions, c'est dans le domaine des interventions militaires, parce que là, il se trouve dans la position où étaient les chefs d'État, ses prédécesseurs. Il y avait une dimension technocratique chez Napoléon. Oui, tout à fait. Pré-saint-simonienne. Il vient de paraître un livre sur Macron saint-simonien, et c'est une vieille tendance française qui remonte à la monarchie absolue, c'est-à-dire l'idée que le gouvernement n'est pas l'affaire du roi ou d'un chef de l'État, mais que c'est l'affaire du roi ou d'un chef de l'État s'il s'appuie sur ceux qui savent, voilà, sur les techniciens, sur la technocratie. Et chez Napoléon, c'est ça, c'est-à-dire c'est s'entourer des gens indépendamment de leurs origines ou de leurs opinions. Et par exemple, quand on lui reproche de prendre un de ses conseillers parce que certains disent qu'il est trop ami des Juifs, il le prend quand même parce qu'il juge les gens sur leurs compétences. Et on retrouve ça, la 4e République, c'est ça aussi. Si décriée à tort d'ailleurs, mais elle a gouverné avec la technocratie. De Gaulle, pareil. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la technocratie est à nouveau aux manettes, un peu trop, et notamment la technocratie médicale. Bon, ça, c'est un avis au sujet de l'épidémie pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, Patrice Guénifet. Mais lorsque vous évoquez justement les choix technocratiques de Napoléon, est-ce que c'est une rupture par rapport... Non, parce qu'il continue la pratique qui avait été celle à la fin de la monarchie absolue, sous Louis XV et Louis XVI, c'est-à-dire où des spécialistes étaient aux manettes et avaient d'ailleurs engagé toutes sortes de réformes qui avait été interrompue par la Révolution française. La Révolution française avait proclamé, bien sûr, la souveraineté du peuple, le Parlement, et Napoléon, en supprimant les acquis politiques de la Révolution, renoue avec la pratique monarchique, sous une forme apparemment républicaine. Et puis, il y a aussi le Napoléon qui, aujourd'hui, nous répugne, c'est celui qui a rétabli l'esclavage. Dans quelles circonstances l'a-t-il rétabli, Patrice Guénifet ? Bon, c'est une affaire compliquée. Et pour bien comprendre, il faut d'abord savoir que l'histoire en noir et blanc, ça n'existe pas. Enfin, c'est peut-être pas l'expression employée, mais ça n'existe pas. L'histoire, c'est toujours une zone grise où les gens sont amenés à faire des choix dans des situations incompréhensibles ou inextricables. Un peu comme aujourd'hui, gouverner, c'est très compliqué, ça l'était déjà à l'époque. Alors la situation est la suivante. Le XVIIIe siècle a vu une sorte de consensus international suite à la condamnation morale de l'esclavage, qui, je le rappelle, est exclusivement européenne, et qui fait que les gouvernements pratiquent l'esclavage dans les colonies, mais ont d'une certaine façon mauvaise conscience et surtout ont affaire à des sociétés, des associations qui militent pour l'abolition de l'esclavage. Et une sorte de consensus se met en place, qui est que on n'abolit pas l'esclavage, mais on abolit la traite des esclaves, c'est-à-dire de manière à tarir le flux de la main-d'œuvre qui vient d'Afrique et, à terme, d'en finir avec l'esclavage. Seulement, le problème dans ce genre de consensus international, c'est un peu comme avec le désarmement, vous savez, à l'époque de la guerre froide, qui fait le premier pas ? C'est-à-dire, qui va abolir la traite ? Et c'est un peu comme dans une cour d'école où vous battez avec un camarade, toi t'arrêtes d'abord, non, toi tu t'arrêtes d'abord. Et là c'est exactement ça, si bien que personne ne fait rien. La Révolution arrive et abolit unilatéralement l'esclavage. D'ailleurs, alors pour des principes à la fois, pour des raisons qui tiennent aux principes de la Révolution des droits de l'homme, mais aussi pour des raisons qui tiennent à la guerre avec l'Angleterre, parce que c'est un coup porté aux Anglais d'abolir l'esclavage dans les colonies françaises, en se disant que ça va faire contagion dans les colonies anglaises, et notamment à la Jamaïque. Et les Anglais avaient très peur d'une contagion à la Jamaïque, où il y avait des milliers et des milliers d'esclaves. Lorsque Napoléon arrive au pouvoir, il fait la paix avec les Anglais. Et cette paix se traduit par un retour à la situation antérieure. C'est-à-dire que les Anglais et les Français se rendent réciproquement les conquêtes qu'ils ont faites. Et le retour à la situation antérieure veut dire qu'on revient dans tous les domaines à la situation antérieure. Donc il était entendu que les Français rétabliraient l'esclavage là où l'esclavage n'avait pas été officiellement aboli, c'est-à-dire à la Guadeloupe
et ce qui allait devenir Haïti. Et donc il l'a fait subrepticement parce qu'on ne pouvait pas l'annoncer à l'avance de peur de provoquer une révolte, ce qui a d'ailleurs eu lieu. Et peut-être qu'il avait une autre solution qui était de s'entendre avec Toussaint Louverture, qui exerçait... Il faut nous rappeler. Toussaint Louverture était le leader noir de Saint-Domingue et il avait gagné les guerres, les conflits qu'il avait opposés à ses camarades, et il détenait un pouvoir absolu à Saint-Domingue. Et il imitait, il admirait beaucoup Bonaparte, il voulait devenir comme lui premier consul, etc. Et il avait, à Saint-Domingue, l'esclavage ayant été aboli, établi un régime de travail forcé. C'est-à-dire que les anciens esclaves devenus libres avaient été attachés chacun à une plantation qu'ils ne pouvaient quitter sous peine de mort. Ils n'avaient pas le droit de se marier, c'est-à-dire qu'ils restaient dans la condition des esclaves. Mais Toussaint Louverture, à ce prix, avait pu reprendre la production sucrière et reprendre les relations avec les autres pays. Mais Bonaparte le soupçonnait de vouloir s'entendre avec les Anglais. D'où l'idée, qui s'est révélée tragique, d'où la décision de kidnapper Toussaint Louverture et les chefs de l'insurrection noire à Saint-Domingue pour les ramener en France avant de rétablir l'esclavage. Bon, finalement, il a tout perdu, puisqu'il a perdu Saint-Domingue et il a reperdu ses colonies dans la foulée. Mais il est certain que les Anglais tenaient absolument au rétablissement de l'esclavage parce que leur commerce était vital. Il faut rappeler que ce commerce des îles parfaitement immoral représentait ce que représente aujourd'hui le tourisme en France. C'était le même volume de recettes. Donc c'est une histoire tragique. Est-ce qu'il y avait un autre choix ? Probablement non. Probablement, ça ne pouvait se faire que dans un contexte de paix et de négociation. Il y a toujours d'autres choix, puisque justement, oui. L'histoire n'est jamais nécessaire, Patrice Guénifet. L'histoire n'est jamais nécessaire, mais dans chaque moment, vous avez un ensemble de paramètres qui font que vous êtes condamné à prendre des décisions. Par exemple, il est certain que moralement, on aurait dû soutenir les Kurdes et encore les soutenir. On les a abandonnés. Simplement, la situation internationale fait que les gouvernants ont décidé que finalement les Kurdes ne valaient pas un prix tel qu'il fallait sacrifier d'autres choses. Donc l'histoire est tragique. Et cet épisode, bien sûr, est particulièrement tragique. Qui a critiqué Napoléon à l'époque ? Pour l'esclavage, l'abbé Grégoire, des gens qui avaient milité pour l'abolition de l'esclavage dans la Société des Amis des Noirs. Très peu de gens finalement. D'abord parce que Saint-Domingue c'était loin. Ensuite parce que y avait des choses qui paraissaient plus importantes et plus proches, plus immédiates. Il y avait l'enthousiasme du retour à la paix avec l'Angleterre. Ça n'a duré que 11 mois. Mais néanmoins, l'enthousiasme de retrouver la paix en Europe. Et donc, ce qui se passait à Saint-Domingue intéressait peu de monde. Mais alors, justement, dans les critiques de l'abbé Grégoire, est-ce que plus largement, l'Église avait un discours au sujet de l'esclavage à cette époque, Patrice Guénifet ? Oui, elle l'avait toujours eu. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs l'Église, la première, qui condamne l'esclavage au nom de l'égalité entre les hommes. Et vous savez que c'est ce qui a permis d'adoucir très relativement le sort des Indiens, Mexique, Pérou, etc., à l'époque de la conquête espagnole. C'est que les dominicains, les franciscains s'efforçaient d'empêcher l'exploitation absolument horrible de ces Indiens par les Espagnols. Donc l'Église a continué à faire ce travail. Le problème sous Napoléon, c'est que l'Église devient une sorte d'équivalent des préfets. Elle est très soumise au pouvoir. Les évêques sont d'ailleurs avalisés par le premier consul, puis l'empereur. Donc, elle n'a plus la liberté de sermonner sur ce domaine. Et puis, l'administration française était pour l'esclavage. C'était la marine qui, traditionnellement, s'occupait des colonies. Et donc, la marine, toute heureuse de récupérer les colonies perdues pendant la Révolution, tenait absolument au rétablissement de l'esclavage. Mais justement, on retrouve le portrait de l'homme que vous faisiez tout à l'heure, Patrice Guénifet. Bonaparte est un homme qui manque cruellement de qualité humaine. Ça n'est pas un humaniste. Non.
Non, et la manière dont Toussaint Louverture a été traité est affreuse. On l'a déporté en France, et là, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis au fort de Joux, dans le Jura, en plein hiver, où il est mort de froid très rapidement. Donc, non, c'est un homme qui fait pas de sentiments. C'est-à-dire, bon, après tout, là, pendant longtemps, on a dissocié la morale et la politique. C'est récent de mêler la morale à la politique. D'ailleurs, d'une manière souvent très, très hypocrite, et je viens de citer le cas des Kurdes, qui est quand même exemplaire de ce point de vue-là. Voilà, donc morale et politique ne font pas bon ménage. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, cet homme, Napoléon, nous Mm. paraît finalement très éloigné de nos valeurs. Ou en tout cas, Oui. des valeurs que nous aimerions avoir ou défendre, alors que, vous le disiez tout à l'heure, Patrice Guénifet, ce qui était jadis le plus polémique, c'était par exemple le Moyen-Âge ou d'autres Mm. périodes de l'histoire. Oui, Louis XIV. Mais le problème de l'histoire, c'est que progressivement, elle devient de l'histoire. Et donc Louis XIV, aujourd'hui, c'est de l'histoire, pure de l'histoire pure. Il est entré dans la nuit de l'histoire, au fond. Il est à peu près aussi ancien que les Mérovingiens. Bon, il reste Versailles, pour nous rappeler son existence. Donc l'histoire, forcément, vieillit. Et les passions s'éteignent avec les gens qui les ont connues. Alors, regardez déjà la Révolution. Elle est en train d'entrer dans l'histoire. Il y a encore, quand j'ai commencé mes études dans les années 80, la Révolution était très présente. C'était un enjeu d'empoignade permanent. Je me souviens quand Vajda a sorti son Danton en 1983, c'était une bataille d'opinion, des articles, etc., qui aujourd'hui s'étriperait sur Robespierre et Danton, à part peut-être à la France insoumise. Sur Robespierre, Très peu. on a eu l'occasion de s'étriper récemment encore. Bon, finalement, assez peu. Assez peu. Aujourd'hui, Robespierre est devenu, comment dire, une image négative. Et vous savez, de la Révolution, ils sont tous en train de disparaître. Il n'en reste que deux. Robespierre, le méchant, Marie-Antoinette, la gentille. Voilà, c'est tout. Et c'est le mouvement même des sociétés que leur histoire, eh bien, cesse de faire polémique. Alors, Napoléon fait polémique aujourd'hui à cause précisément de choses qui, à son époque, après tout, l'affaire d'Haïti, c'est pas pire que la mort de 1,5 million de soldats dans des guerres dont certaines étaient inutiles, n'aurait pas dû avoir lieu. Mais ça fait polémique aujourd'hui parce que notre société est très focalisée sur cette question pour deux raisons. D'abord pour des raisons morales, d'abord à cause du prix que nous accordons à la personne humaine, qui est quelque chose de tout à fait nouveau, et ensuite parce que le visage de la société française est en train de changer. Et puis, nous avons non plus des gens néocolonies venus vivre ici, mais des descendants de gens néocolonies qui sont nés ici. Donc ça change tout, et bien sûr, ça change, ça donne une importance nouvelle à une question historique qui n'avait jamais été considérée comme une question historique de premier plan. Et puis parce qu'il y a les crimes de guerre alors que vous évoquez, il y a les crimes contre l'humanité qui apparaissent aujourd'hui évidents à l'époque napoléonienne, aussi parce que, pour employer une phrase qui a été employée dans un tout autre contexte, on aurait préféré un autre trajet plus rectiligne pour Napoléon. On se dit que s'il n'avait pas rétabli l'esclavage comme on lui doit une partie de notre droit, Bien une sûr. partie de l'organisation de la Grande France partie. moderne, on aurait apprécié avoir un autre Napoléon. Oui, mais vous savez, à ce moment-là, on dirait oui, mais alors, il a fait une place aux femmes dans le Code civil qui n'est pas formidable. Bon, c'était une époque, c'était une société paysanne, patriarcale, et donc voilà. Et en plus, il était l'héritier de la Révolution qui n'avait pas été très tendre avec les femmes. Voilà. Mais en même temps, personne ne regrette l'Ancien Régime où elles étaient plus libres. Donc tout ça est compliqué, difficile à juger. Et comme je l'ai dit au début, l'histoire est une chose, la mémoire en est une autre. Mais c'est peut-être pour ça que c'est aussi déconcertant pour vous, historiens, lorsqu'on voit aujourd'hui une revendication donc pour revisiter
l'histoire sous l'angle de nos valeurs, et vous qui êtes là pour essayer... Non, je ne pense pas que l'histoire doive être revisitée sous l'angle de nos valeurs. Elle n'a pas à être réécrite. L'aide de fait par les peuples. Oui, comme ça, mais l'histoire est l'histoire. Et nous sommes l'un des rares pays qui a un tel problème avec son histoire. Alors, il y a l'Allemagne, bien sûr, pour des raisons compréhensibles. Il y a l'Angleterre, lorsqu'on tague une statue de Churchill. Oui, mais ça, c'est récent. Regardez, si vous regardez la série The Crown ou d'autres séries anglaises historiques, les Anglais n'ont pas vraiment de problème avec leur histoire. Et pourtant, les tragédies et même les crimes ne manquent pas dans l'histoire anglaise. Mais ils n'ont pas de problème. Les Italiens n'ont pas fondamentalement de problème avec leur histoire, même avec la période mussolinienne, puisque la deuxième partie de l'histoire de Mussolini, ils disent « Ah oui, mais ça, c'est les Allemands ». Donc ils n'ont pas de problème. La France est un pays très particulier. Il y a quand même un débat encore aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, sur la période mussolinienne en Italie. Peu. Vous avez un roman qui commence à paraître, là, le premier volume est paru, qui s'appelle M. Scourati. Voilà, Scourati. Nous l'avons reçu au matin, et justement, alors, de manière complètement injuste, il a été accusé d'avoir une certaine compréhension pour Mussolini, ce qu'il n'a pas à mes yeux, mais... Non, mais pour un Français vu de France, il a, non pas une compréhension, mais une sorte de regard serein sur l'histoire de l'Italie. Et nous n'avons pas ce regard serein depuis la Révolution française qui, au fond, a coupé notre histoire en deux. Il y a l'histoire d'avant 89 et l'histoire d'après 89. Et aujourd'hui, ce clivage se déplace vers l'aval, en descendant le cours de l'histoire, si bien qu'aujourd'hui, des personnages qui étaient absolument révérés il y a encore peu, sont en train de devenir des sujets de polémique. Je pense à Clémenceau, je pense à... Alors De Gaulle, bien évidemment, mais lui, il l'a toujours été aussi. Mais ce qui veut dire aussi, parce que l'histoire, vous n'êtes pas positiviste, donc l'histoire n'est pas un bloc, elle se réécrit sans cesse. Prenez par exemple Saint-Louis. Saint-Louis a eu différentes périodes. Tout à fait, Le Goff l'avait montré, oui, tout à fait. Ce qui est la preuve que aujourd'hui, on a plutôt tendance à polémiquer sur le plus récent, comme vous l'avez expliqué. Saint-Louis appartient effectivement... Oui, mais vous savez, l'histoire est une interprétation de ce qui s'est passé, mais c'est une interprétation qui est toujours encadrée par les faits qui sont établis. Il y a quand même toujours dans l'écriture de l'histoire un élément positiviste. On ne peut pas sortir des faits. Or, aujourd'hui, la réécriture de l'histoire, ou plutôt l'interprétation de l'histoire, se fait à partir de catégories morales qui, bien sûr, ne sont pas celles d'hier. Si vous voulez juger les Romains avec les catégories morales d'aujourd'hui, vous allez tous les condamner, parce qu'ils ne partageaient aucune de nos idées morales. Mais c'est justement cela, en fait, qui est problématique avec Napoléon, c'est parce que, comme vous le dites, c'est un enfant des Lumières. Mais cet enfant des Lumières va bafouer les idéaux des Lumières, pas tous, évidemment, mais un certain nombre. Et c'est en cela qu'il nous déçoit. D'abord, oui, mais parce que vous pensez que les Lumières sont une chose univoque et homogène. Pas du tout. Par exemple, la liberté politique ne fait pas partie du bagage des Lumières. Quand Rousseau écrit sa théorie, c'est pour montrer que la démocratie est impossible. Et il dit d'ailleurs qu'il souhaite le despotisme le plus absolu. Les Lumières n'étaient pas favorables à la démocratie. Les Lumières étaient favorables à la réforme. Et pensait que la réforme devait se faire par le haut. Et dans cette mesure, Napoléon est un fils des Lumières, parce que sa politique, c'est la réforme par l'État, et pas par le peuple. Voilà. Et la Révolution, de ce point de vue, avait été infidèle aux Lumières. Et cela sur beaucoup de choses. Les Lumières, c'est vrai, sont globalement hostiles à l'esclavage, mais en même temps, souvent, sont hostiles à son abolition, en disant c'est trop tôt. Il faudrait d'abord transformer les esclaves en citoyens, donc les éduquer. Et aujourd'hui, on trouverait que c'est un point de vue tout à fait paternaliste sur la question. On verra comment le 5 mai prochain... Ça va être compliqué. L'anniversaire donc du 5 mai 1821, la disparition de Napoléon à Sainte-Hélène. Eh bien, on va voir comment la France vivra cela. Patrice Guénifet, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Napoléon et De Gaulle, deux héros français aux éditions Perrin.